Ce soir, en première partie, nous recevrons Bernard de Montréal pour nous entretenir sur un sujet qui occupe bien des gens, les origines de la domination. Domination, évidemment, tout ce qui touche le travail, l'argent, la sexualité et différentes formes d'impression. Nous recevons donc Bernard pour le sujet. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Bernard, le sujet ce soir, c'est les origines de la domination. Les gens sont souvent confrontés Les origines de quoi? De la domination. Les gens sont souvent confrontés, Bernard, à différentes gammes d'influences dans leur vie, de la naissance à très avancée, et on remarque souvent que la forme de violence qu'on reçoit soit de nos familles ou de notre environnement social nous conditionne à un état d'impuissance, à un état de faiblesse devant certaines situations ou certains événements. Et on se demande comment se fait qu'on absorbe et on accepte cette situation d'impuissance devant les faits, devant les événements. Y a-t-il quelque chose de particulier dans l'individu qui fait que on enregistre cette situation d'impuissance et qu'on est, semble-t-il, plus impossible ou dans l'impossibilité de faire face à cette impuissance mentale ou impuissance de fait dans certains cas? La source de cette sensation d'impuissance. Les gens qui sont dominés dans leur vie et qui vivent de l'impuissance par rapport à la domination, ce sont des gens qui sont violés. On est constamment violé dans la vie, à tous niveaux. Mm-hmm. Puis, il y a des gens qui, pour des raisons de déformation psychologique, pour des raisons de crainte, il y a des gens qui, pas nécessairement qui aiment être violés, mais qui sont capables de supporter de l'être violé. Ils n'ont pas suffisamment d'identité. Un homme qui a d'identité ne peut pas permettre d'être violé. Éventuellement, il va vous faire la guerre à mort. Mm-hmm. Tandis qu'un être qui n'a pas d'identité, un être qui ne s'est pas reconnu de l'importance fondamentale, mm-hmm. Même, j'ai la même à dire de l'importance absolue, en tant qu'être, n'a pas l'adrénaline nécessaire, n'a pas les forces internes nécessaires pour renverser la domination. Donc, il continue d'être violé. Puis pendant l'évolution, on a été violé, mais à différentes sauces, par différents régimes de pensée. On a été violé par les religions, on a été violé par les idéologies politiques, on a été violé par des systèmes de pensée, ainsi de suite. Puis, cet aspect de la conscience humaine représente sur la Terre, d'une façon globale, le profil psychique de l'humanité. L'humanité, c'est réellement une conscience planétaire qui est sectionnée en différents registres, races, nations, ainsi de suite. Mais la conscience de l'humanité, l'être humain, c'est un être qui est violé. On est violé... On est violé par les hommes, et déjà, le fait d'être violé par les hommes, c'est une grande chose. C'est une grande souffrance. Ça limite notre évolution, ça limite notre autonomie. Puis un jour, probablement, que l'homme réalisera que non seulement l'humanité est-elle violée par les hommes, mais que l'humanité est aussi violée par les forces occultes qui sont derrière... Mm-hmm. Qui sont derrière la conscience humaine, qui se cachent derrière la pensée, ainsi de suite. Mm-hmm. Donc, le viol, en ce qui me concerne, sur la Terre, fait partie de la systématique destruction de la volonté humaine. Et la systématique destruction de la volonté humaine sert à l'automatique construction d'une autre volonté, qui n'est pas celle de l'homme en tant qu'individu, mais qui est celle de système, qui est celle de force, qui est celle de ce qu'on pourrait appeler des agents provocateurs.
Vous, dans l'instruction, vous avez identifié le mensonge cosmique. Votre instruction est une expression de tous les jeux, de tous les voiles que les gens ont pu subir le phénomène du mensonge cosmique. Est-ce que le principal effet de domination, c'est la pensée? Est-ce qu'on peut dire la pensée, c'est l'élément qui viole le mental humain? C'est plus fort que l'argent, c'est plus fort que le sexe, c'est plus fort que le pouvoir. Oui. Tout se fait à travers la pensée parce que la pensée, c'est un champ de force qui est actif sur le plan mental et qui permet à l'homme de subir ou d'agir contre. Mm-hmm. Puis dans la majorité des cas, sur le plan de l'humanité inconsciente, sur le plan de l'humanité de l'évolution, la pensée ne sert pas l'homme. Elle le dessert constamment. Parce que si la pensée servait l'homme serait autrement intelligent qu'il l'est. Mm-hmm. Si la pensée servait l'homme, autrement dit, si l'homme en connaissait les fondements, les mécanismes occultes, les mécanismes obscurs, qui n'ont jamais été décrits par les religions ou par les philosophies, ainsi de suite, ou même par les sciences occultes. Mm-hmm. Si l'homme connaissait réellement les mécanismes obscurs de la pensée, l'homme réagirait fortement à toute intrusion dans son mental de certaines formes de pensée qui ont pour conséquence, à court ou à long terme, de lui créer l'illusion d'impuissance. Mm-hmm. Parce que l'homme, dans sa nature fondamentale, même s'il n'est pas très, très ouvert ou érudit ou conscient des lois occultes, l'homme, dans sa nature fondamentale, c'est un être de lumière. Mais cette lumière-là est totalement étouffée. Et tant qu'il ne prendra pas en main sa vie, donc prendre en main sa vie, ça veut dire prendre en main tous les courants de pensée qui se manifestent dans son mental en relation avec des expériences extérieures ou des événements extérieurs, l'homme ne pourra pas connaître son propre phénomène. Donc, il demeurera un être involutif. Et même s'il fait de grandes recherches spirituelles, même s'il fait de grandes recherches occultes ou ésotériques, il n'en arrivera jamais à réellement comprendre la nature fondamentale de l'inconscience involutive qui est le mensonge cosmique parce que l'humanité, si on la conçoit, si on la regarde d'un point de vue planétaire, l'humanité, c'est une conscience expérimentale, donc elle n'a aucun droit. Mm-hmm. Aucun droit par rapport à l'homme, là. Elle n'a aucun droit par rapport à elle-même en tant que force exigeante. Okay. L'humanité ou les hommes inconscients de l'évolution sont impuissants à exiger de la vie. Mm-hmm. Parce qu'ils n'ont pas le droit. Et ils n'ont pas de droit parce que les droits qui leur ont été accrédités, octroyés. Par exemple, le libre arbitre. Okay. Le libre arbitre qu'on souligne dans toutes les œuvres ésotériques, dans toutes les œuvres spirituelles du monde. Le libre arbitre, c'est essentiellement la fondation même du mensonge cosmique. L'homme n'a pas de libre arbitre. Ou il a un libre arbitre, mais s'il a un libre arbitre, il n'est pas libre. Donc, l'homme, pendant l'évolution, a confondu ou a été amené à confondre le libre arbitre pour la liberté. Et ça, c'est un viol fondamental de sa conscience humaine sur la Terre. Puis c'est un viol qui est tellement grand qu'en tant qu'individu, ça l'oppose systématiquement à toute construction spirituelle sur la Terre, qu'elle vienne de l'Orient ou qu'elle vienne de l'Occident. Ça l'oppose à toute domination spirituelle de tous les maîtres sur la Terre. Ça l'oppose à toute construction philosophique sur la Terre. Donc, ça l'oppose à tout sur la Terre qui cherche à le dominer, d'une manière ou d'une autre. Mm-hmm. Mais prendre conscience occultement des lois de domination qui sous-tendent l'inconscience humaine sur la Terre ou l'involution, c'est un grand fardeau pour l'être humain. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai toujours dit, d'ailleurs, dans mes travaux, que l'homme ne passera jamais à la conscience de façon collective. Ça ne se fera jamais. La conscience, ce sera un phénomène individuel. Un homme, 2 hommes, 3 hommes, 100, mais toujours individuel. Ça ne sera jamais collectif parce que, à partir du moment où une conscience est collective, elle doit servir une collectivité.
Alors qu'une conscience, lorsqu'elle est individualisée, ne peut plus servir de collectivité. Elle sert l'individu de façon absolue, de façon catégorique, mais toujours en relation harmonieuse avec la collectivité. Et ça va faire en sorte que l'humanité future, les hommes futurs, les individus futurs, les êtres qui auront atteint un certain niveau de conscience en fusion dans l'avenir, seront des êtres qui auront réellement le pouvoir de neutraliser dans leur vie ce qu'on a appelé, ou ce que j'appelle, le viol de l'homme à travers la domination. Par la pensée. Par la pensée. Moi, je peux vous dire, ça fait des années que je vous accompagne dans votre instruction et je peux dire que le plus gros combat qu'on a à livrer, c'est au niveau de la pensée. Mais je me rends compte aussi que quand on est infusé de pensée, même si on a accès à une instruction, ça semble pas diminuer le combat pour autant. Est-ce que ça veut dire que les jeux de la domination sur les plans s'intensifient quand on a accès aux faits de leur réalité? En d'autres termes, quand on devient conscient de leur réalité, ça augmente leur intensité pour nous dominer? Oui, parce que plus l'homme devient conscient, plus les forces occultes, je dirais même, deviennent sauvages. Plus les forces occultes s'abattent sur lui. Puis ce qui fait qu'à un certain moment donné, l'homme, connaissant les lois occultes, n'est plus pris dans le piège de cet abattement, de cette lutte. Donc, ce qui se passe, c'est que au lieu de subir subjectivement, psychologiquement ses pensées, ce qui se passe, c'est qu'il subit un changement vibratoire. Ce changement vibratoire-là, après quelques jours, il se stabilise et l'homme rentre dans un nouveau plan de conscience. Mm-hmm. Tandis que pendant l'évolution, quand l'homme vivait des souffrances, ainsi de suite, ces souffrances étaient toujours à la mesure de son inconscience. Tandis que quand l'homme devient conscient, ces souffrances sont à la mesure de sa conscience. Par contre, il ne peut plus devenir prisonnier de la trappe, des voiles de sa pensée comme avant. C'est ça la différence. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, le changement vibratoire de ses corps s'effectue. Il devient de plus en plus lucide, de plus en plus intelligent, si vous voulez. Puis éventuellement, mais il prend le contrôle au niveau vibratoire de tous ses plans. Mm-hmm. Puis ça fait partie de l'évolution de l'homme. Ça fera partie de l'évolution de l'homme parce que un jour, il faut que l'homme cesse d'être simplement une créature programmée. Vous, quand vous dites plus lucide, vous voulez pas dire plus une personne qui comprend plus? Non. Plus lucide, pour moi, ça veut dire... plus lucide, ça veut dire... voir plus à travers les formes, à travers les voiles, à travers les illusions. Tout devient clair. Mais pour que les choses deviennent claires, faut que les reflets disparaissent. Mm-hmm. Comment se fait, Bernard, qu'on peut savoir quelque chose puis en souffrir pareil? Oh, parce que c'est deux expériences différentes. Savoir quelque chose, c'est appréhender quelque chose à partir d'un plan mental qui considère la chose comme étant suffisamment intelligente pour avoir une valeur pour soi. Tandis que l'autre chose... En souffrir pareil. En souffrir pareil, c'est le résultat de la lutte. Parce qu'éventuellement, l'homme mène une lutte profonde pour sa liberté. L'homme, un jour, mènera une lutte profonde pour sa liberté. Une lutte qu'il ne connaîtra ou dont il ne prendra mesure qu'au fur et à mesure où il entrera dans une phase de vie suffisamment avancée pour pouvoir la faire, cette lutte-là. Je vais vous dire quelque chose concernant la vie. La vie, c'est un processus. La vie, c'est pas une mise à table. La vie, c'est pas une projection. La vie, c'est réellement un processus. Et plus on avance en âge, plus on avance en expérience, plus on s'aperçoit que la vie, où on est rendu, ce n'est pas celle qu'on avait projetée. Mais quand on commence à connaître les mécanismes occultes de la vie, on cesse de vivre la vie comme une projection, puis là, on commence à rentrer dans la compréhension de son processus. Puis à partir du moment où l'homme va vivre la vie
en fonction de son état réel, qui est un processus, c'est là que l'homme va rentrer dans la genèse du réel. Puis que l'homme va réellement connaître la vie, comprendre la vie comme il le doit, parce qu'il ne fonctionnera plus à partir d'un mental qui réfléchit la pensée, mais à partir d'un mental qui est capable de réellement lutter avec les sphères. Faut que l'homme en arrive un jour à pouvoir lutter avec les sphères. Par contre, lutter avec les sphères, c'est pas évident, parce que là, on parle de lutter avec des forces invisibles, on parle il y a des gens qui vont me dire, bon, mais c'est pas évident, l'invisible. T'sais, c'est pas évident pour vous autres, l'invisible, mais ça peut être évident pour d'autres, l'invisible. Bon. Mais quand ça devient évident pour soi, l'invisible, à ce moment-là, la vie sur la Terre n'a plus la même valeur. On ne peut plus vivre pour les mêmes raisons. On vit essentiellement par rapport à un point final que j'appelle la paix. La paix qui représente l'équilibre de tous nos centres. Une fois que l'homme est arrivé à un point où tout ce qui compte dans sa vie, c'est la paix, c'est parce qu'il a épuisé toutes ses autres ressources. Ces autres ressources sont des ressources astrales. Ces autres ressources font partie de toutes ces illusions en tant qu'être inconscient. Mais quand tu es conscient, tu n'as plus ces illusions-là. Fait que la seule chose qui compte, c'est ce que j'appelle la paix, autrement dit, l'élimination systématique à partir de ta conscience des interférences qui colorent ta vie et qui rendent ta vie difficile. Et ça fait partie d'une conscience vibratoire. L'homme l'aura, cette conscience vibratoire-là. Puis rendu à ce moment-là, mais la vie, en tant que telle, n'a plus de valeur. Autrement dit, l'homme n'est plus intéressé à vivre. Il est obligé de continuer à vivre parce qu'il y a encore de l'électricité. Dans le corps, là. Ouais. Fait qu'il est plus intéressé à vivre. Autrement dit, si l'homme avait à passer à un autre plan, en conscience, à ce moment-là, ben, il s'éteint puis il passe en conscience éthérique, mais l'homme n'ira pas au plan astral. L'homme ne recommencera pas le processus de l'incarnation parce que son taux vibratoire va être trop élevé. Puis il vient un point où l'homme, lorsqu'il a suffisamment de conscience, il vient un point où ce qu'on appelle les plans invisibles ou les plans qui sont réellement en général inatteignables dans sa vie astrale, ces plans deviennent atteignables. Ces plans font partie de ta conscience. Puis éventuellement, il y a une osmose. Puis quand l'homme vient pour mourir ou quand ses corps commencent à se détacher, le contact avec les autres plans se fait. Fait qu'il passe automatiquement dans une autre dimension. Fait que le phénomène de la mort est disparaît, il n'existe plus. Mais pour ça, faut que l'homme découvre un jour que la vie, c'est un processus. Puis pour comprendre, pour réaliser que la vie, c'est un processus, mais il faut réaliser que l'être est extrêmement manipulé. Puis il va falloir un jour que l'homme, je parle de l'homme conscient, l'homme solaire, appelez ça comme vous voulez, il va falloir que l'homme un jour soit suffisamment conscient pour mener des luttes fondamentales aux hégémonies qui dirigent l'univers. Puis ces luttes-là vont se faire sur le plan éthérique. Puis l'homme va reprendre sa place dans le cosmos local, dans le cosmos systémique. Puis l'homme deviendra réellement un être grandiose, un être normal. Alors que présentement, l'homme est simplement l'homme est réellement une créature. Vous, Bernard, dans votre fusion, quand vous avez eu des luttes à vivre, dans vos luttes, est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que vous avez quelque chose de tangible sur lequel vous luttez? Quand quelqu'un lutte, exemple, pour se trouver un emploi, ou qui lutte pour avoir une structure de couple, ou garder sa structure de couple, il lutte avec quelque chose de tangible. Du moins, ça apparaît tangible. Est-ce que quand on vit un combat avec un invisible, qui finalement manipule nos pensées, est-ce qu'on a quelque chose de tangible? Est-ce qu'on a un outil pour se battre? Est-ce qu'on a quelque chose à voir ou à attaquer? Une personne qui vit une lutte contre l'invisible vit une lutte contre quelque chose de tangible, mais ça dépend de la personne. Les gens sont pas psychiquement bâtis pareil. On a chacun nos systèmes de référence. Mais est-ce que d'une façon générale, c'est la pensée qu'on a qui est notre tangibilité? Le meilleur référent, c'est la pensée. OK. Parce qu'on peut vivre des luttes par rapport au plan astral. Il y a des gens qui peuvent dire, moi j'ai vu le diable, moi j'ai vu... mais ça, c'est totalement astral, c'est des basses vibrations. D'ailleurs, une personne qui est en contact avec l'astral à ce niveau-là, il a réellement avantage à se faire dépolluer quelque part, d'une certaine façon. Mais
En général, un être qui est très, très évolué va avoir très peu de contact avec l'astral de sa conscience, mais il va avoir beaucoup de contact avec le mental de sa conscience. Puis une fois que vous avez un bon contact avec le mental de votre conscience, c'est là que la lutte se situe. Puis c'est là que vous pouvez réellement comprendre le mécanisme occulte et très, très obscur de la pensée. Que vous pouvez comprendre le mécanisme de l'ego, que vous pouvez comprendre les mécanismes de réflexion, que vous pouvez comprendre les mécanismes de manipulation. Puis ça va très, très loin. Ça va probablement plus loin avec un initié qu'avec un profane, parce qu'un initié est tellement proche de ces plans-là qu'ils vont le squeezer jusqu'à la dernière goutte. Mais c'est le même phénomène pour tout le monde. Mais l'initié, moi, je vous ai vu vivre des luttes, là, mais il est initié dans le sens qu'il vit son combat dans quel type de registre? Dans des vibrations? Parce que vous pensez pas, fait que vous pouvez pas vivre de lutte au niveau de la pensée. Ouais, en tout cas, au niveau de ma personne, les luttes se font directement sur le plan mental. C'est comme mon ennemi numéro 1 dans la vie, c'est ma source. Mm-hmm. Donc, quand je dis c'est mon ennemi numéro 1, c'est mon ennemi numéro 1 dans le sens que si moi, vraiment, ma source me manipule, c'est la guerre qui se passe entre nous deux. Donc, c'est là que la lutte se fait. Puis quand il n'y a pas de manipulation, autrement dit que on me permet de me reposer, ben à ce moment-là, l'inimité n'existe plus. Mais quand il y a un travail qui se fait, la guerre est très grande. Puis éventuellement, cette guerre-là, elle doit débloquer sur le plan éthérique. Elle doit se poursuivre, cette guerre-là. Les hommes, un jour, devront poursuivre la guerre, même avec les êtres les plus proches d'eux dans le cosmos. Parce que la guerre dans le cosmos, c'est pas comme on l'entend sur la Terre. Sur la Terre, la guerre, c'est de la destruction. La guerre, c'est des répressions au niveau des territorialités. C'est des luttes pour des gains. Tandis que dans le cosmos, la guerre, c'est simplement la lutte pour le raffinement des puissances. Donc, que les guerres soient sataniques ou que les guerres soient faites par les forces de la lumière, c'est la même chose. La guerre, c'est essentiellement le raffinement des systèmes. Fait que si l'homme est en contact avec des êtres obscurs de haute vibration, comme les forces sataniques ou les forces lucifériennes, il y a des guerres d'un certain niveau là, mais l'homme n'a pas suffisamment de lumière, donc il perd la guerre. Hitler. Idi Amin. Mais quand on parle des nouveaux initiés sur la Terre, quand on parle de l'homme nouveau, éventuellement, l'homme fera la guerre, même aux forces de lumière. D'ailleurs, c'est ça qui sera neuf. Si aujourd'hui, là, on écrivait un livre aujourd'hui, là, pour réellement là, décrire la fondation occulte, obscure des mondes systémiques parallèles, probablement que le livre serait reconnu dans le monde comme étant un livre maudit, parce que les hommes n'ont pas suffisamment de conscience pour dépasser leur spiritualité. Mais peut-être que le même livre, dans 6, 7, 800, 900 ans, serait considéré comme un des grands œuvres de l'évolution mentale. Puis un des premiers ébauches vers la description, pour la description d'une science obscure, et ainsi de suite. Mm-hmm. C'est probablement pour ça qu'on ne peut pas écrire un tel livre, parce que on doit protéger les sensibilités de l'humanité. Parce que les écrits restent. Puis on doit protéger les sensibilités de l'humanité. Puis on sait aussi que l'homme, quand certains livres tombent dans les mains d'une certaine population, ces livres-là, éventuellement, créent des égrégores, sont reconnus, sont échangés et deviennent des genres d'œuvres de chevet que les gens lisent. Mais les hommes ne peuvent pas lire n'importe quoi parce qu'ils ne sont pas mentalement, émotivement équipés pour lire certains livres. Donc, ça serait dangereux puis ça mènerait des individus à la folie. C'est pour ça que je vous dis que les guerres, le phénomène de la guerre, éventuellement, va se poursuivre sur d'autres plans. Et l'homme mènera des guerres très, très étroites avec les forces de la lumière, pour la première fois d'ailleurs depuis le début de l'évolution, pour une raison seulement, pour finalement arrêter sur la Terre le pouvoir des forces astrales. C'est la guerre contre les forces de la lumière qui va arrêter les... Quand l'homme sera capable de mener la guerre aux forces de lumière, puisqu'il est un être de lumière,
Quand il sera capable de mener la guerre à des forces de lumière, à ce moment-là, l'homme commencera, sur les plans, à mettre fin à la domination des forces astrales sur l'humanité. Vous ne pouvez pas faire la guerre aux forces sataniques, parce que si vous n'êtes pas satanique, vous n'avez pas la vibration pour traiter avec les forces sataniques. Vous avez toujours la vibration pour traiter avec les forces qui vous sont vibratoirement sympathiques. Mhm. Donc, tu fais toujours la guerre à l'autre camp en faisant la guerre à ton camp. Si un homme veut détruire les forces sataniques, il faut qu'il fasse la guerre aux forces de la lumière. Si un homme veut détruire les forces de la lumière, il faut qu'il fasse la guerre aux forces sataniques. Là, vous m'en apprenez vraiment une bonne à soir, là. J'ai besoin de me faire expliquer quelque chose. Je comprends pas comment on peut aller scorer dans nos buts puis gagner la partie. Il y a quelque chose, ben je comprends pas. C'est quoi faire la guerre à ce moment-là? C'est quoi faire la guerre à notre source? Là, vous avez dit tout à l'heure, la guerre sur les plans, ce n'est pas de la destruction, c'est du raffinement. Je vais vous l'expliquer, c'est très simple. La raison, premièrement, pour laquelle si l'homme veut détruire un autre camp, il doit faire la guerre à son camp. C'est parce que l'homme, quand il travaille, quand il véhicule son énergie, quand il se meut, sur le plan matériel, comme sur les plans subtils, c'est toujours en relation avec sa pensée. OK. Donc, un être, on va prendre Hitler, par exemple. On va prendre un être qui est techniquement satanique, qui est lié aux forces sataniques. Okay. Un être qui est lié aux forces sataniques ne peut pas voir le jeu de sa pensée satanisée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lumière. Mm-hmm. Comme il n'y a pas de lumière, il est incapable d'évaluer la pensée satanique. OK. Donc, éventuellement, il devient possédé, puis on connaît l'histoire. Ouais, c'est ça. Tandis que l'homme nouveau, il aura de la lumière. Donc, l'homme nouveau, ayant de la lumière, il pourra perdre la faculté de penser, si vous voulez. Mm-hmm. Mais il pourra connaître la manipulation du mental. En reconnaissant la manipulation du mental, il comprendra les lois occultes de la pensée. Donc, il pourra comprendre les lois occultes de tout ce courant évolutif qui a créé l'ego planétaire. Et ça lui permettra éventuellement, automatiquement, de faire la guerre contre ces forces-là en faisant lui-même la guerre contre sa propre source, parce que sa source va raffiner constamment la manipulation. Vous ne pouvez pas devenir conscient demain matin de même. Non, je comprends. Il faut que la pensée s'épuise. Alors, qu'est-ce qui fait que la pensée s'épuise? C'est que la source, le double, l'ajusteur de pensée, appelez ça comme vous voulez. Il travaille. Puis quand vous êtes un initié, c'est encore pire, parce que la proximité est plus grande. Fait qu'il travaille. Fait qu'éventuellement, la guerre, elle se fait contre qui? La guerre, elle se fait contre eux autres. Une fois que la guerre est faite contre eux autres, il se produit quoi? Une fusion. Une unité de conscience. Quand la fusion est faite, qu'est-ce qui se produit? L'homme est plus influençable. Quand un être est plus influençable, qu'il soit sur le plan matériel ou qu'il soit sur d'autres plans, qu'est-ce qui se passe? Là, il est prêt à faire la guerre à l'autre plan. Mais tant que l'homme est influençable, il est pas prêt à faire la guerre à l'autre plan. Fait qu'il est obligé d'abord d'apprendre à faire la guerre à son propre plan à lui. Maintenant qu'à la fin du 20e siècle, on commence à connaître les lois occultes de la pensée, on commence à réaliser que le mensonge cosmique fait partie de la toile de fond de la conscience expérimentale de l'homme sur la Terre, à ce moment-là, éventuellement, on va développer une psychologie très, très avancée concernant le moi personnel, le moi universel, ainsi de suite. Puis on va réellement démystifier la machine humaine pour en arriver finalement à comprendre que ce qui se passe sur le plan matériel, c'est une grosse game, que ça n'a aucune valeur en soi, et que la valeur commence à être réellement fondamentale à partir du plan éthérique, mais il faut que l'homme y accède. Et pour que l'homme y accède, il faut qu'il prenne contrôle de sa conscience mentale. S'il ne prend pas contrôle de sa conscience mentale est astralisée, donc automatiquement, il doit retourner au monde de la mort. Puis, il y a encore beaucoup de choses concernant le monde de la mort, parce que, vous savez, on regarde sur la Terre, on regarde la vie d'un point de vue, on regarde la vie de façon très primitive. L'humain est très, très primitif. Non pas dans le sens qu'il n'est pas intelligent, mais il est primitif dans le sens qu'il n'y a pas la parole
il n'y a pas la parole comme outil pour crever les yeux de la bête. Okay. Si l'homme n'est pas capable de crever les yeux de la bête, autrement dit, si l'homme n'est pas capable de réellement détruire le mensonge cosmique, au fur et à mesure où il avance dans son œuvre, où il parle, où il travaille, où il s'exécute en tant qu'être, à ce moment-là, il est obligé de vivre le constat de la réalité par rapport à des paramètres qui sont totalement astraux et qui n'ont rien à voir avec la réalité. Sur la Terre, qui c'est qui nous dit que la mort existe? Bon, on sait que l'homme meurt. On se décompose. Bon. Ça, mais qui c'est qui nous dit que la mort existe? Autre le fait qu'on espère qu'elle existe pour qu'il y ait quelque chose d'autre bord. Mais qui c'est qui nous dit que la mort existe en tant que telle, autrement dit, de la façon dont on l'imagine? Donc, chaque fois qu'on fait un effort de compréhension, chaque fois qu'on essaie de saisir la réalité, chaque fois qu'on essaie de rentrer dans le courant de la genèse du réel, on est automatiquement affecté émotivement par des mémoires qui font partie de quoi? Qui font partie de l'âme. Mais qui c'est qui nous dit que l'âme a de la valeur pour un être humain? Ce sont simplement les projections spirituelles d'une humanité philosophique qui a été pendant des millénaires totalement aveuglé par le mensonge cosmique. Qui c'est qui nous dit que la mémoire n'est simple, que l'âme n'est simplement qu'une forme de cristal à un autre niveau qui conditionne toute la conscience de nos cellules et qui fait même la gestion de toute notre programmation génétique. Et que ce qu'on appelle notre esprit, qui est réellement notre feu, à cause de notre inconscience, nous force toujours à concevoir un autre, un principe cosmique, un ajusteur de pensée, un grand moi, alors qu'en réalité, la fusion de l'âme et de l'esprit crée un immortel, autrement dit, un être qui n'a plus de douleur dans l'esprit. C'est ça, un immortel. Un immortel, c'est pas quelqu'un qui meurt pas. Il y a personne d'intelligent qui veut rester sur la planète si longtemps que ça. Donc, un immortel, c'est un être qui n'a pas de douleur dans l'esprit. Mais avant que l'homme puisse réellement réaliser et composer avec ses énergies, puis finalement donner libre cours à la grande genèse corporelle de sa conscience subtile, il va falloir qu'il comprenne le phénomène de la pensée. Il va falloir que l'homme en arrive à complètement se défaire de la domination. Puis probablement que faudrait en parler longtemps, là, mais probablement qu'une des raisons pour laquelle l'homme est venu sur la Terre ou pour laquelle l'homme a été projeté dans un corps matériel, c'est parce qu'au début, quand les âmes ont été créées, ça veut dire quand les âmes ont été mis en mouvement, quand ces états d'énergie ont été mis en mouvement là, il n'y a personne dans l'univers systémique qui savait comment ou qui connaissait les conséquences de ces actes-là. C'est tout le phénomène de l'évolution est là, toute la grande évolution de l'homme est là. Puis cette expérience-là, qui est techniquement une expérience scientifique, c'est une expérience qui a été voulue, mais qui n'était pas nécessairement comprise. Puis si vous parlez avec eux autres en haut dans votre tête, quand vous avez des grandes conversations, pour comprendre le phénomène obscur de la création, vous allez voir qu'ils n'ont pas toutes les réponses à toutes. Il y a beaucoup de choses qu'ils sont en train d'étudier, ainsi de suite. Mais qui c'est qui, en attendant, paye le prix de l'étude? C'est ça. Donc, à un certain moment donné, l'homme, je parle de l'homme en tant qu'individu, l'homme va vivre une très grande révolte. Puis à partir du moment où l'homme vit une révolte sur la Terre, la révolte s'enregistre dans les éthers. C'est à ce moment-là que la fusion commence. Puis un jour, il va y avoir un redressement de cette situation-là. Et l'homme va reprendre le contrôle de son évolution. Et ce qu'on appelle l'âme aujourd'hui va être totalement... L'âme, là, telle qu'elle est aujourd'hui, va être totalement éclatée. L'homme en aura plus d'âme. L'homme va être simplement esprit, point final, parce que posséder une âme, c'est comme avoir un chip dans le cul forever. Puis il faut que ça arrête un jour, parce qu'un chip, c'est de la mémoire. Puis l'homme est suffisamment
cosmique. L'homme est très, 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 au niveau de l'esprit de la femme, l'homme est très, très développé. Puis l'homme n'a pas besoin de chip. L'homme n'a pas besoin de mémoire pour être intelligent. La raison pour laquelle l'homme a de la mémoire, c'est parce qu'il est obligé de penser constamment. Donc, il est obligé d'utiliser constamment des référents pour que, en tant qu'égo réflectif, il puisse s'habituer à lui-même. C'est ça la fonction de la mémoire. Ouais. C'est pour qu'on s'habitue à nous autres mêmes. Sans ça, techniquement, si on n'était pas habitué à de la mémoire, là, bon, on serait probablement amnésique. Donc, on s'habitue à soi-même. Mais à partir du moment où l'homme va passer à un autre niveau de conscience, que l'homme va vivre une certaine fusion, et ainsi de suite, l'homme va en perdre la mémoire. Moi, j'en ai pas de mémoire, puis je n'ai pas besoin, puis j'en manque pas, puis ça m'empêche pas d'être intelligent. Seulement que, la seule différence, c'est que, en tant qu'être, je suis pas dépendant de la mémoire, de la programmation de l'âme. Fait que si je suis confronté à des données, de n'importe quel niveau, puis ces données-là ne font pas mon affaire, je les détruis. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'esprit dans ma composition que d'âme. Et c'est ce qui va arriver avec l'homme. L'homme sera plus esprit qu'âme. Il y aura moins de programmation, donc moins de chips. Et l'homme sera à ce moment-là réellement un être investigateur, réellement un grand scientifique de la réalité. Puis, au fur et à mesure où il va évoluer, mais éventuellement, cette énergie-là, il pourra l'utiliser sur le plan matériel, puis faire des choses qui, aujourd'hui, sont absolument inimaginables. C'est pour ça, Bernard, vous disiez que vous faisiez la guerre quand vous sentiez de la manipulation. La manipulation voudrait dire un alliage entre la mémoire de l'âme et l'esprit. Non, la manipulation, c'est l'utilisation que fait l'esprit de votre mémoire. Regardez quand vous êtes bien, là. Quand votre belle-mère meurt, elle vous laisse 30 000 piastres, il n'y a pas de problème. Dans votre tête, c'est clair. Il n'y a pas un nuage. C'est pas de problème. Elle nous laisse une belle mémoire. Mais aussitôt que votre patron ou le type qui est propriétaire chez vous vous dit, votre loyer n'a pas été payé, là. Vous êtes en retard de 5 jours, là. Je vais vous mettre à la porte. Là, c'est plus clair, ici, là. C'est là qu'elle commence, la manipulation. La manipulation, elle va pas venir avec les 30 000 pièces de belle-mère. La manipulation, elle va venir quand tu viens de perdre ta job. La manipulation va venir quand tu viens de perdre ta femme. La manipulation va venir quand tu viens de naître malade. C'est là qu'elle vient, la manipulation. C'est là qu'il faut que l'homme se check, parce que c'est là qu'elle est totalement oiseuse, qu'elle est totalement illusoire. Par contre, elle est totalement illusoire dans le sens qu'elle peut servir les forces occultes ou vous servir vous-même. Si vous vous faites prendre dans la manipulation, elle sert les forces occultes et elle va créer la manipulation, son déboire, dans le sens qu'elle va vous affecter dans vos corps, dans votre esprit, dans vos émotions. Si vous faites la lutte à ça, parce que vous connaissez la game, à ce moment-là, vous allez bénéficier de cette manipulation-là, parce que son énergie va être utilisée pour la construction de vos corps subtils, de vos forces, au lieu de la destruction de vos corps subtils. Fait que c'est un ou l'autre, là. C'est un ou l'autre. Si on a une manipulation dans le mental au niveau de la mémoire, et puis qu'on réussit pas à vaincre l'impression du jeu, disons, là, parce que c'est plus accessible. Elle vous affaiblit. Là, à ce moment-là, on est à terre. Ouais. Mais si on voit le jeu, et puis qu'on est capable de le parler, de le dégager, d'agir dessus, là, à ce moment-là, ça devient une force. Faut pas que vous soyez affecté. Mais il faut que vous sachiez une fois pour toutes que c'est toujours illusoire. C'est toujours illusoire. C'est ça qui est pas évident. C'est quand l'individu est placé dans la domination de sa pensée. Regardez le phénomène de la mort. Les gens, quand on est malade, on est en santé, puis tu vois ton chum mourir, ça t'affecte. Mais quand tu es rendu à l'hôpital, puis tu es prêt à mourir, tu n'as tellement plein de cul d'avoir des affaires accrochées au nez, puis t'as hâte de partir. Fait que le gars qui meurt, là, qui est en train de mourir, il a pas la même perception de la mort que toi, là, qui te promène dans ton Mercedes-Benz. Lui, il a hâte de crisser son camp. Puis là, il commence à avoir des petites affaires. Ah, là, son grand-père qui vient le visiter. Puis tout, là, ça fait partie encore des séparations des plans. Donc, il y a une voyance qui se crée. Là, tu sais. Ah, il voit ses petits-enfants qui viennent, whatever. Il y a toutes sortes d'affaires qui se passent. Moi, ma belle-mère, quand elle était en train de mourir, son petit gars qui était mort quand elle était jeune, il était là à côté d'elle. Elle était prête à partir, là. Elle était prête à partir. Fait qu'on se fait des idées.
Puis c'est pour ça que je dis que la vie, c'est un processus. Puis tant que l'homme ne deviendra pas conscient que la vie, c'est un processus, ce qui se passe, c'est qu'il va vouloir arrêter la vie. Il va vouloir la contenir. Moi, je vais faire ça dans la vie. Moi, je vais faire ça dans la vie. Vous ne ferez rien de ça dans la vie. No fucking way. Il n'y a personne dans la salle qui va me dire que vous allez faire ça dans la vie puis que vous allez faire ça dans la vie. Quand on veut faire ça dans la vie, on veut le faire. Quand vous voulez faire ça dans la vie, c'est qu'il vous donne suffisamment d'énergie pour vous faire ça dans la vie pour que vous vous cassez la gueule grande même dans la vie. C'est fait de même. Bernard, quand on veut faire ça dans la vie, on veut faire ça sur quelle base? Quand vous voulez faire ça dans la vie, vous faites toujours ça en fonction de l'énergie que vous avez. OK. Fait que c'est notre énergie qui définit. C'est votre énergie qui définit. Notre façon de contrôler. C'est ça. Puis votre énergie, puis c'est toujours votre énergie, puis votre signe. Regarde une vierge. T'sais, une vierge, c'est une queue de veau. Un homme d'affaires vierge, il veut faire des affaires, puis 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 il veut... Hop, crise cardiaque. Boum. Ça en prend des vierges pour faire des affaires. Pas ça, des sagittaires, Chris, il se passera rien, tu sais. Ah ouais. Fait que... Tout est relatif. Façon de parler. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un processus. Ouais, je comprends. Fait que la façon que vous parlez, là, on veut contrôler notre vie selon la façon qu'on pense. Puis la façon qu'on pense est conditionnée aux énergies qu'on dispose. Mm-hmm. Si on a moins d'énergie, on change notre façon de penser. Puis si on a plus d'énergie, on change encore notre façon de penser. Mm-hmm. Fait qu'on a toujours les pensées selon l'énergie qu'on a. Vous avez tous les pensées en fonction des épreuves que vous devez vivre, des tests que vous devez subir à un niveau ou à un autre. Bon, pourquoi qu'on nous donne pas le mode d'emploi pour 40 ans? C'est à un moment donné, au moins, tu sais que tu vas passer un examen, tu peux te préparer. Le mode d'emploi pour 40 ans, vous trouverez ça plate. Plate? Ouais. Si vous aviez un mode d'emploi, là, autrement dit, si vous vivez votre vie là, pendant un certain nombre d'années, là, puis vous regardez en arrière, là, puis vous faites une évaluation, il y a bien des choses que vous auriez éliminées. Si on avait eu le mode d'emploi? Si vous auriez eu le mode d'emploi, dans le sens que si vous auriez su comment réellement faire la gestion de vos énergies sans perdre d'énergie. Oui, mais c'est ça. On devrait avoir le mode d'emploi. Ouais, mais c'est ça que on passerait des bien plus beaux tests. Vous trouveriez ça plate. Plate. Ouais. J'aimerais ça essayer. On est très astral. On est très astral. Dans quel sens? On est astral dans le sens qu'on a besoin de se prouver quelque chose. Ah ouais. Le problème de l'homme, c'est qu'il a besoin constamment de se prouver quelque chose pour avoir une mesure de lui-même. Puis ça lui donne, au niveau de l'ego, une sorte de succès, une sorte de fierté personnelle. Puis c'est ça qui le tient astralement, mais c'est ça qui le brûle. Mm-hmm. Regardez, on parle des origines de la domination, on sait que c'est la pensée. Vous nous dites, l'objectif pour se libérer de la domination, c'est d'avoir la paix. C'est le fun de savoir ça. Parce que si un autre nous aurait dit, dans la vie, tu vas être bien quand tu vas pouvoir savoir que tu peux tout battre. Là, on aurait pensé fighter tout le temps. Vous dites non, il faut avoir la paix. Fait qu'il faut que ça arrête de se battre. Il faut se battre pour que ça arrête de se battre. Ouais, mais ça, c'est une conséquence inévitable du processus de vie personnelle. C'est pas quelque chose qu'on cherche à atteindre par la pensée. Un être conscient, savez-vous qu'est-ce que c'est un être conscient? C'est un être qui a été brûlé par la vie. Donc, il s'est battu tout le temps. Il s'est battu, puis il s'est battu, puis il s'est consciemment. Il s'est battu, puis il s'est battu. Un être conscient, c'est un être qui est brûlé. C'est pas un être spirituel. Moi, je regarde des êtres spirituels, de ça flotte, puis le soleil est beau, puis les petits oiseaux sont beaux. Il y en a un, j'ai envoyé ce soir, sa route Sainte-Marguerite, là. Il conduisait son char à 25 000 à l'heure, lui, pas pressé. Tout le trafic en arrière, tardant. La vie est belle. T'sais? Fait que les êtres spirituels sont bien fins. Mais un jour, quand l'homme va réellement connaître et comprendre des lois profondes et occultes de la vie,
l'homme il va faire sauter beaucoup de ces choses-là, puis à ce moment-là, il ne pourra plus vivre sa vie comme avant. Mhm. Il n'y a rien de spirituel dans la vie. Ça fait encore partie des forces astrales de la planète. Mhm. Mais quand on lutte puis qu'on se brûle, la paix, c'est plus de la paix, c'est on est plus capable. C'est la paix, c'est on n'est plus capable. La paix, c'est on veut plus. On veut plus. Ouais. Donc c'est tant qu'on veut qu'on se bat. Ouais. Grosse soirée à soir. Tant qu'on veut, on se bat. Faut arrêter de vouloir dans la vie. Ouais, mais c'est pas de même que ça marche. C'est quand t'es brûlé que t'arrêtes de vouloir. Tu peux pas arrêter de vouloir. Vous avez de l'adrénaline plein de péteux. C'est graduellement, au fur et à mesure que les forces occultes vous brûlent, que là... Ben, je vous donne un petit exemple. Regarde les gars qui arrivent à 60, 65 ans. Un gars qui a travaillé toute sa vie, là, 65 ans, tu lui dis, bon, ben, je me retire, m'aller à la pêche. Ils font des belles vies, ils sont contents. Tu leur aurais dit ça à 25 ans, il y a la freakinette. Mm-hmm. Ouais, c'est un fait. Mais rendu à 65 ans, un gars qui prend sa retraite, là, il est content. Pourquoi? Parce qu'il a passé à travers le processus. Fait que c'est comme si, dans un sens, il était brûlé. C'est une petite brûlure. Ouais. Mais quand tu es brûlé par les forces occultes, là, que tu as un contact direct avec eux autres, là, laisse-moi dire que ton 65 ans, tu peux l'avoir à 22 ans. C'est quoi? Fait que quand tu as ton 65 ans à 22 ans, sais-tu que ta vie devant toi, elle va être tranquille? C'est une retraite avancée. Ouais, mais c'est rare de voir un gars brûlé qui a encore bien du gaz, tu sais, je veux dire, il est brûlé, hein? Brûlé, c'est brûlé, là. Ouais, okay. Brûlé, ça veut dire désillusionné. Brûlé, ça veut dire... Tu fais plus grand-chose après ça, là. Non. Brûlé, ça veut pas dire sur le cul. Non. Brûlé, ça veut dire désillusionné suffisamment pour plus te faire prendre dans la game. Fait qu'après ça, quand tu repars à un autre rythme. Fait que tu peux rider longtemps. Non, mais désillusionné, ça magane en maudit, ça. Désillusionné, ça veut dire avoir pris conscience de la... Avoir pris conscience de l'inutilité de vouloir. Non. Donc, quelque part, je parle de l'homme, d'un être qui a une certaine conscience, là. Mm-hmm. Éventuellement, il prend conscience de... What is that word? Qu'est-ce que c'est qu'on disait, là? C'est quoi qu'on... What's the word? Pas illusion, pas désillusionnement, c'est quoi? Déception. C'est fantastique, la déception. C'est fantastique, la déception. Ça désengage. Parce que quand tu es intelligent, là, parce que quand tu n'es pas intelligent, tu peux être déçu toute ta vie, tu sais. Il y a des gens, c'est un sport être déçu, tu sais. Ils sont déçus par leur chum, ils sont déçus par leur mari, ils sont déçus par leur boss, ils sont déçus tout le temps, puis ils continuent. Sport olympique à l'envers. Mais un gars qui est conscient, là, puis qui en arrive un jour à réaliser qu'il a été déçu par les forces occultes de la vie, laisse-moi dire qu'il y a du torque. Ben, c'est parce qu'il a passé sa vie à se faire désinformer. C'est parce qu'il a passé sa vie à se faire désinformer, parce que le mensonge cosmique fait partie de la fondamentale de la conscience en évolution. Puis tu peux pas comprendre la conscience tant que tu n'as pas compris le mensonge cosmique. C'est pour ça qu'on est encore que psychologiquement sur la Terre, on est encore des sauvages. Parce qu'on n'a jamais compris ça. Bon, si les religions nous avaient enseigné le mensonge cosmique, pendant des millénaires, penses-tu qu'on aurait des Calcutta aujourd'hui, qu'on aurait des Indes comme aujourd'hui, qu'on aurait des groupes d'évangélistes aux États-Unis, qu'on aurait tout ce qui se passe. C'est abominable. Mais le mensonge, c'est... Puis la religion fait partie du mensonge cosmique. La religion, c'est la politique cosmique sur la Terre. Évidemment, la religion, c'est nécessaire, c'est important pour l'homme, parce que l'homme a encore une grande conscience animale. Mais si on le regarde d'un point de vue évolutif, ainsi de suite, c'est abominable ce qu'on vit sur la Terre. Fait que c'est pour ça que je dis l'évolution de la conscience humaine, ça se fera sur une base individuelle, jamais sur une base collective.
Diriez-vous à ce moment-là que le mensonge, évidemment, c'est ce qui nous est présenté, mais que le problème, on parle des origines de la domination, le problème fondamental de la domination du mensonge, c'est le fait de croire. Vous avez souvent parlé de croire. Ouais. Bon. Ça, croire, c'est un aspect. Mais ils peuvent aller encore plus loin que ça. Ils sont capables de créer du mensonge simplement en utilisant ta créativité. Expliquez-nous ça. Mais c'est parce que la créativité, ça fait partie de la programmation astrale de l'homme, mais aussi ça fait partie de ses facultés psychiques avancées, donc de son esprit. Dans la créativité, il y a de l'astral, il y a de l'âme, mais il y a de l'esprit aussi. Puis la créativité, c'est tellement intéressant parce que ça donne à la vie, ça donne de la buoyancy à la vie, ça donne un lift à la vie. Fait que l'homme est intéressé à être créatif, puis c'est nécessaire qu'il le soit, puis c'est bon qu'il le soit. Par contre, il n'y a pas de contrôle dessus. On dirait que l'homme n'est pas capable de faire la gestion contrôlée de sa créativité. Fait qu'il peut donner à faire une autre affaire, 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 une autre affaire. Ensuite vient un autre homme qui à sa rencontre, deux autres hommes à sa rencontre, la première chose que tu sais, pouf! Ça devient une expérience. La créativité ne demeure pas essentiellement pour l'individu une façon pour lui de se reposer. La créativité devient essentiellement pour lui une façon d'être testé dans son expérience. Puis ça, il faut que ça arrête. C'est vrai, ça. Fait qu'on a 20 ans, 25 ans, 30 ans, on a de la force. Puis on la brûle, cette force-là, graduellement, puis on se retrouve un jour, 50, 55 ans, 60 ans, on est sur le cul. Alors qu'on est justement à l'âge où on a suffisamment de facultés pour finir le processus d'une façon agréable. À ce moment-là, le conflit pour l'individu, c'est d'être informé, puis de croire à cette information-là, puis d'agir dessus. Le conflit pour l'individu résulte du fait que l'individu est incapable, dans sa science actuelle, parce qu'il n'a pas suffisamment été brûlé, d'évaluer le côté occulte de l'information. Donc, de sa créativité. L'homme n'a pas accès aux conséquences. Okay. T'achètes une maison, tu sais pas la conséquence de ton geste. Tu fais un voyage, tu connais pas la conséquence de ton geste. Tu te maries, tu connais pas la conséquence de ton geste. On fait des mouvements constamment qu'on connaît pas la conséquence de nos gestes. On n'est pas capable d'évaluer à court ou à long terme nos gestes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nos gestes sont réduits à des lois programmées, donc à des lois astrales, qu'un astrologue est capable de te dire, bon, ben, dans tant de temps, avec Jupiter en telle place, il va se passer telle affaire. Pourquoi? Parce que on est constamment menacé par l'épée de Damoclès. Puis l'épée de Damoclès, en ce qui concerne l'homme, c'est l'insuffisance d'intelligence. Beaucoup d'informations, donc beaucoup de désinformation, insuffisance d'intelligence, c'est-à-dire l'incapacité de faire éclater l'information. Comment qu'un être peut engager un mouvement créatif dans sa vie et ne pas donner foi finalement à l'idée ou au développement même dans lequel il s'engage? Comment ne pas être dominé par notre créativité? C'est très bien posé, cette question-là. Vous pouvez pas ne pas être dominé au début par votre créativité parce qu'au début, vous n'avez pas la conscience de votre incompétence créative. Vous avez simplement la perception intelligente de votre créativité, mais vous n'avez pas la conscience de votre incompétence créative. Vous pensez que vous êtes intelligent, mais vous n'êtes pas aussi intelligent que vous pensez. Donc, on a besoin de passer par cette expérience-là. Fait que vous vivez de l'expérience, puis de l'expérience, jusqu'à temps que vous vous brûliez. Ouais. Puis quand on est brûlé, on est-tu compétent? Quand tu es brûlé, tu commences à être pas mal compétent. Ouais. Ça arrive-tu qu'il y ait du bon qui se brûle puis qui reste incompétent? Des gens qui se brûlent. Puis qui restent incompétents. Les gens qui se brûlent, les gens qui se brûlent, c'est intéressant ça. Les gens qui se brûlent, là, qui restent incompétents, là, sont pas brûlés par leur lumière. Sont brûlés par leur astral. Ah, ça c'est intéressant. On peut se faire brûler de deux façons. Si tu es brûlé par ta lumière, tu deviens compétent. Laisse-moi te dire. Tandis que si tu es brûlé par ton astral, tu peux demeurer incompétent. Bon, brûlé par l'astral, ça serait été épuisé carrément au niveau de nos ressources vitales. Ouais, à ce moment-là, tu puises dans tes énergies puis tu n'as plus de ressources de reconstruction. Tandis qu'épuisé mentalement, là, dans le sens brûlé mentalement. Brûlé par ton esprit, c'est temporaire, ça. C'est permanent, mais c'est temporaire. C'est permanent dans le sens que tu pourras jamais opérer créativement comme avant, hein, mais c'est temporaire dans le sens qu'ils peuvent te rebooster. Ils te reboostent. Avec une bonne nouvelle, ça te rebooste.
Ah, OK, ça, C'est une bonne correct. nouvelle, c'est abominable parce que ça fait ce qu'ils peuvent te faire. D'ailleurs, moi, je me rappelle, j'étais en Haïti la semaine passée, puis j'avais une petite conversation avec eux autres, puis il me disait, l'homme a des ressources sur le plan de l'âme, comme sur le plan de l'esprit, dont il n'y a aucune imagination. Fait que c'est évident quand il me parle de même, c'était pas pour rien, parce que moi, j'étais malade en Haïti, j'ai eu une grippe, là, un virus, une fièvre. Puis aussitôt que je suis sorti d'Haïti, ça arrête. Puis l'avion, là, je suis sorti, puis ça arrête. Fait que l'homme a des ressources sur le plan de l'âme, sur le plan de l'esprit, donc il n'y a même pas imagination. On a des ressources extraordinaires. Mais pour accéder à ces ressources-là, il faut qu'on soit mental. Puis mental, dans le sens qu'on l'entend, c'est pas comprendre le mental. C'est pas comprendre la dynamique des plans. C'est pas une affaire d'intellect, là. Quand vous parlez de mental, c'est être vibrant vis-à-vis des plans. Ouais. Conscience vibratoire. Parce que c'est important, nuance. Parce que souvent, vous nous dites ça, là. Faut être mental, mais pour beaucoup de gens, ça veut dire comprendre les plans, comprendre comment ça marche, comprendre des principes. Puis on dirait que le monde classe ça, toute cette information-là, puis ils disent, ma vie change pas. Fait que c'est plus que comprendre. Ça va c'est comme votre information n'est pas pensée, est parlée. Mais pour bien du monde, l'information est pensée. Ouais, mais c'est plus mental, ça. Ben, c'est ça la nuance, Bernard. C'est ça qui fait que les gens, à un moment donné, ne savent plus qu'est-ce que c'est le mental, là. Il y a le mental inférieur qui réfère à une forme de mémoire. On peut avoir la mémoire de l'instruction. Ouais. L'intellect. Ça, c'est l'intellect. C'est ça. Est-ce que le mental peut dominer? L'intellect, ça, c'est évident. Là. La connaissance, on peut vouloir faire du statut, on peut se faire dominer par le fait de vouloir accéder à la connaissance ou de se faire manipuler par la connaissance, ça, c'est facile à voir. Mais est-ce que le mental, la vibration, là, peut nous dominer? Est-ce qu'on peut être dominé vibratoirement? Le mental, ça peut être suffisamment fort pour vous donner l'impression d'être neutralisé. C'est seulement là que le mental peut vous dominer. Le mental peut être... Le mental, bon, comment je vous donne un exemple? C'est comme moi, quand je suis malade, supposons que je suis malade. Bon, je vis un changement vibratoire qui est nécessaire. Bon, ça fait encore partie du mental, ça. Pourquoi est-ce que tu es malade? En général, quand le monde sont malades, ils ne savent pas pourquoi ils sont malades. Un gars devrait savoir pourquoi est-ce qu'il est malade. Parce que des fois, c'est très bon d'être malade. C'est temporaire. T'es pas malade, dans le fond, c'est simplement un changement d'énergie. Si l'homme était mental, il saurait pourquoi est-ce qu'il est malade. Il saurait comment ça va durer, combien de temps ça va durer être malade. Puis il saurait qu'il n'est pas malade. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu es malade, par exemple, en tout cas, moi, quand je suis malade, j'ai plus de communication. C'était probablement un des seuls temps dans ma vie où j'en ai pas. Parce que c'est important pour moi, mon état de santé. Fait que quand je suis malade, là, ça devient une grande souffrance pour moi. Puis là, j'ai pas de communication. Être comme suspendu. Ah, suspendu, là. Puis probablement, même si je faisais d'écriture automatique, ça passera pas. À moins que je me fâche quelque chose. J'ai même pas la force de me fâcher. Puis je les ai trop à ce temps-là. Mais techniquement, j'ai pas de communication. Puis parce que là, à ce moment-là, la communication est coupée pour pas que je lutte trop. Je me fâche trop, je lutte trop, mon cœur, tout ça, sans ça. Les organes me feraient sauter. Fait qu'à ce moment-là, là, il n'y a pas de communication. Mais je sais que tout est correct. Je sais que tout est correct. Fait que je ne vais pas m'en faire. Je vais attendre 2-3 jours pour avoir la communication. Ce qui est long pour moi, 2-3 jours. Parce que là, tu ne penses pas pendant 2-3 jours, il ne se passe rien dans ta tête. C'est comme un verre d'eau, tu sais. Mais, fait que là, dans le fond, le mental, là, il garde un état de neutralité, mais il y a une raison. C'est pour t'empêcher de lutter avec eux autres. Fait que quand tu as un canal ouvert, tu peux lutter avec eux autres. Tu peux lutter. Ils veulent cette lutte-là. Ah, ben, ils veulent pas. Parce que c'est pas bon pour ta santé. Non, mais je veux dire, quand vous n'êtes pas malade, ils veulent. Ah, quand je suis pas malade, ils veulent. Ouais. Puis là, bon, au moins, quand je suis pas malade, j'ai les ressources pour le faire. Tandis que quand je suis malade, je les ai pas, les ressources. Fait qu'ils sont obligés de me protéger. Fait qu'à ce moment-là, pas de communication. Mais je sais comment ça marche. Fait que ça me dérange pas. Fait que c'est là que le mental, là, il peut être très, très exigeant, puis réellement te geler complètement le cerveau au point où t'as l'impression d'être totalement en suspension. Puis là, tu deviens réellement niaiseux, là, tu sais. Donc, est-ce qu'on pourrait dire qu'à ce moment-là, il contrôle une vie complète
matériel d'un être humain, là. C'est que du début jusqu'à la fin, sa naissance jusqu'à son passage à un autre plan, là, il contrôle ça intégralement. Puis que le seul élément où on peut briser la domination, c'est dans les terres. Ouais. Parce que sur le plan matériel, on oublie ça. Ouais. Tout est contrôlé. Tout est su d'avance, tout est programmé d'avance. Les gens vont dire, des fois, ils vont dire, bon, ben, il y a des probabilités. Mais même les probabilités font partie de leur structure. Fait que tout est su parce que tout est conditionné par la pensée. Tu sais, je me rappelle, j'étais au Mexique, il y a bien des